Bonjour madame. Bonjour monsieur. On vient à votre rencontre à quelques semaines du premier tour des élections aux États-Unis. Sans préjuger du résultat, quels sont les grands enseignements que vous tirez de cette campagne ? Alors, c'est vraiment une campagne qui est impressionnante parce que déjà, on a deux candidats qui sont extrêmement impopulaires. C'est quelque chose qui se confirme et on a l'impression parfois que c'est vraiment des votes par défaut d'un côté comme de l'autre. L'impopularité d'un tel qui l'emporte sur celle de l'autre. Ça, c'est peut-être vraiment la première chose à remarquer. Une campagne de l'imprévisible, vraiment totale, où on ne peut rien prévoir, où pas mal de commentateurs ont mangé leur chapeau aussi. Si la religion, par habitude, a une grande place dans les élections américaines, cette fois-ci, les religions ont pris la place. Quels enseignements en tirez-vous ? Alors, ce que je constate, moi, de cette campagne, c'est qu'il y a eu pas mal d'articles dans la presse américaine pour dire on parle moins de religion que d'habitude. C'est-à-dire que les candidats eux-mêmes parlent assez peu de religion, somme toute. Bon, d'une part, parce que Trump est une personnalité qui est peu religieuse, peu pratiquante. Hillary Clinton, elle, étant démocrate, elle n'est pas tout à fait attendue sur ce terrain de la religion, même si on estime qu'elle est relativement religieuse. En revanche, la religion joue un rôle peut-être souterrain, mais très important, puisque certains votes, le vote de certains électorats religieux, susceptibles de faire basculer la balance d'un côté ou de l'autre dans certains États clés. Quand on regarde les élections américaines à travers les télés ou à travers les journaux, on pourrait croire qu'il n'y a que 2 candidats, alors qu'en fait il y en a 4 aujourd'hui qui sont en liste. Il y a un libertarien, Gary Johnson, qui est crédité de 7,2% des voix, et une écologiste, Jill Stein, qui elle est à 2,3% des voix. Comment expliquez-vous cette absence dans les grands médias ? Alors, je crois que c'est... Bon, on a parlé de Gary Johnson notamment pour ses gaffes. Il a fait état d'une méconnaissance assez crasse de la politique étrangère. Il ne savait pas ce qu'était Alep notamment. Donc ça, c'est pour ça qu'on a parlé de lui. Alors, les États-Unis, c'est un système qui est clairement bipartite. Il y a une élection, un seul tour. Donc on n'a pas, comme en France, l'exutoire du premier tour où on peut laisser libre cours un peu à ses, ses affinités avant d'avoir un vote de raison au deuxième tour. Il faut voter utile dès le premier tour. Et il y a pu avoir, d'ailleurs ça a été prouvé, certains scrutins qui ont entraîné, où les partis tiers ont pu causer la perte, entre guillemets, du favori. Pourquoi ? Parce qu'ils ont détourné les votes d'une partie des soutiens traditionnels de ce candidat favori. Je pense notamment à l'élection de 1992 où George Bush a perdu parce qu'il y a eu la candidature du milliardaire Ross Perot, qui a détourné pas mal de voix qui auraient pu aller à Bush, et en 2000, bien sûr, la candidature de Ralph Nader, qui a détourné des voix qui auraient sans doute été à Gore, si Nader n'avait pas été candidat. Donc ce sont des candidats, je dirais, qui sont là, qui sont peut-être moins influents que l'ont pu être Nader ou Perot en son temps, et dans un système où c'est vraiment le bipartisme qui prédomine, et du coup les médias s'intéressent aux vrais players du scrutin. Mais pour autant, s'il ne reste que 2, rien n'est joué, puisque dans le camp des démocrates, on ne peut pas avoir la certitude que tous les soutiens démocrates aillent sur Hillary Clinton, et je pense que quelques-uns risquent même de s'en détourner. Et la même chose, on constate aujourd'hui que des républicains appellent à ne pas voter pour Trump. Tout à fait. Là, j'ai l'impression qu'en ce moment, Hillary Clinton met le paquet pour essayer de mobiliser au maximum son électorat traditionnel, en tout cas l'électorat récent du Parti démocrate, donc les latinos, les afro-américains, les femmes. Donc c'est vraiment un effort très développé de la part de sa campagne. Elle ne cherche pas forcément à rogner sur l'électorat qui semble aller vers Trump, qu'on appellerait peut-être les démocrates réganiens, c'est-à-dire ces cols bleus blancs qui habitent les États du Midwest, etc. C'est vrai que, de même, Trump, il y a vraiment un mouvement Never Trump, jamais Trump, qui est assez virulent au sein du Parti républicain, ça c'est certain. N'y a-t-il pas aussi un phénomène d'une posture médiatique plus que d'une présentation de programme ? Quand on regarde le premier débat, quand on regarde les différents articles qu'il y a eu dans la presse américaine, on voit en fait qu'il y a beaucoup d'idées reçues et très peu de présentation de programme.
Oui, je crois que là, on en est réduit, il me semble, pas à la confrontation de deux programmes, mais à la confrontation entre deux personnalités, à savoir qui est présidentiable et qui ne l'est pas. Il s'agit de se montrer en chef d'État, en personnage respectable, ce que Trump essaye de faire, mais il n'arrive pas à lutter contre ses instincts qui sont d'être dans la petite phrase, rétorquer, répliquer. Donc on n'en est pas à la confrontation vraiment des programmes, je pense. Effectivement. Comme nous, vous avez dû regarder le premier débat. Quel sentiment en avez-vous? Le sentiment d'une Hillary qui maîtrise, vraiment, qui a fait preuve d'une grande maîtrise. J'ai trouvé que c'était quelqu'un, en l'écoutant, on pouvait vraiment se sentir assez en confiance, si on accepte bien sûr les différentes polémiques qui ont émaillé sa campagne. L'image d'un Trump qui arrive à peu près à se contrôler et puis qui laisse ensuite libre cours complètement à ce qu'il est, à sa personnalité. Mais d'une Hillary vraiment qui me semble inspire confiance, qui donne une image de grande maîtrise, aussi bien des dossiers que personnel, qui n'est pas du tout dans le terrain de l'animosité, même l'ambiance un peu court de récréation que Trump donnait au débat par la nature de ses répliques. Pensez-vous que la nature du débat risque de changer pour le deuxième? Alors, je ne suis pas sûre, puisque j'ai l'impression que vraiment, chez Trump, c'est une question de personnalité. D'après ce que j'ai compris, il ne se contrôle pas et ça l'a vraiment emmené dans des terrains très glissants. Il y a eu toute une polémique là ces derniers jours au sujet d'une Miss Univers, puisqu'il a été président du concours Miss Univers, qu'il a traité de Miss Piggy et Miss Femme de ménage. Et quand il y a eu il a fait une guerre des tweets où il s'est vraiment complètement lâché, encore une fois. Et là, le format du prochain débat, c'est un débat avec des questions de la part de citoyens américains qui vont pouvoir interpeller les candidats. Va-t-il réussir à se maîtriser? Je m'interroge. Le vote des femmes risque d'être prépondérant cette fois-ci. Le vote des femmes risque d'être important. Oui. Hillary Clinton met vraiment le paquet. Et notamment lors du dernier débat qui a eu lieu, puisqu'il y a eu un débat des candidats à la vice-présidence il y a 2 jours. Et le colistier d'Hillary Clinton, Tim Kaine, a cessé de rappeler aux téléspectateurs le caractère misogyne de Donald Trump. Donc on a bien senti qu'il y avait ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce de tentative vraiment de mobiliser au maximum ce qui est perçu comme un électorat favorable à la candidature d'Hillary Clinton, à savoir les femmes. Eh bien écoutez, je vous remercie, il nous reste 4 semaines à attendre. Nous viendrons vous revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.